La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes plaide pour que l'ONU continue de soutenir les efforts de normalisation en Côte d'Ivoire, notamment la réconciliation nationale et la paix. Le ministère de l'Éducation nationale et l'Agence universitaire de la francophonie ont signé une convention et selon l'accord, des enseignants ivoiriens du primaire et du secondaire bénéficieront d'une formation continue pendant 2 années. Les Centrafricains étaient aux urnes ce matin pour élire leur président et leurs députés. Ce second tour de la présidentielle oppose 2 anciens premiers ministres. Ils promettent de mettre fin aux violences qui touchent la Centrafrique depuis quelques années. Et nous sommes le 14 février aujourd'hui. Les amoureux sont en fête. Cette fête célébrée dans plusieurs pays est interdite au Pakistan. Le président a appelé les populations à ne pas célébrer la Saint-Valentin, mais son appel n'a pas été entendu par tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes plaide pour que l'ONU continue de soutenir les efforts de normalisation en Côte d'Ivoire, notamment la réconciliation nationale et la paix. La ministre Mariatou Koné a fait ce plaidoyer au cours d'une rencontre avec l'ONUCI. L'Organisation des Nations Unies a annoncé une transition progressive pour la mise en place d'une nouvelle configuration de sa mission en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Roger Appé et Michel Digré. Comment assurer une transition progressive de la mission de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire et mettre en place une nouvelle configuration pour une meilleure coopération entre la mission onusienne et le pays? C'est tout l'enjeu de cette rencontre entre la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes et la délégation de l'ONUCI. Rencontre au cours de laquelle Mariatou Koné a fait le bilan de ses activités et les prochains défis à relever, notamment la mise en œuvre d'une stratégie de réconciliation nationale et d'un plan d'évacuation du mont Péco. Elle a toutefois demandé l'appui de l'ONU pour atteindre ses objectifs. Nous avons la cartographie des structures de paix sur lesquelles nous devons nous appuyer et ça, je crois qu'avec ONUCI Affaires civiles, c'est quelque chose que nous sommes en train de réussir. Et puis la question de la réparation en elle-même, c'est un pan de la réconciliation. C'est vrai que la réparation, c'est un droit pour les victimes, mais comment y parvenir alors que nous n'avons pas pour l'instant tous les leviers? Nous sommes en matière de justice transitionnelle, nous avons souhaité demander l'appui de l'ONUCI. Pour Stan Nkwan, chef de la délégation onusienne, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès en matière de réconciliation nationale depuis la sortie des crises. Le retour de nombreux exilés de la crise de 2010 témoigne bien des efforts du gouvernement ivoirien en la matière. Mais pour lui, d'autres actions sont à mener pour tourner définitivement la page de la crise post-électorale. Il a toutefois rassuré la ministre de l'appui de son organisation à accompagner l'État ivoirien sur le chemin de la réconciliation. Pour le chef de la délégation onusienne, il faut réfléchir sur l'avenir de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire avec le retour progressif de la paix. Notez en bref que le 10e FED, Fonds européen de développement, a pris fin. Le 11e FED s'étendra sur la période 2016-2020. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire est satisfait de la coopération avec notre pays. Il a fait cette annonce au cours d'une rencontre avec le ministre chargé de l'économie et des finances, Adama Koné. L'UE est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire avec plus de 200 millions d'euros, environ 131 milliards de francs CFA de financement de projets par an. La 40e Assemblée générale de la Fédération des associations d'assurance de droit national africain s'ouvre demain à Abidjan. Il sera question au cours de cette rencontre de l'assurance africaine hier, aujourd'hui et demain, surtout du renforcement du rôle d'investisseurs institutionnels des sociétés d'assurance. Explication Hugues Vebli. 40 ans après sa création à Yamoussoukro, la Fédération des associations d'assurance de droit national africain, FANAF, retrouve la Côte d'Ivoire. Au cours de sa 40e Assemblée générale qui commence ce lundi, la FANAF aura à cœur de renforcer le rôle d'investisseur institutionnel des sociétés d'assurance. Il faut noter qu'à l'origine, un des objectifs de la FANAF, c'est de faire en sorte que le maximum de primes collectées soit investi dans le pays et dans la région.
Donc cela s'est traduit par la prise d'un article, qui est l'article 308 du Code des assurances, qui fait obligation de conserver 75% et d'éviter la délocalisation. Donc un des enjeux, c'est voir comment est-ce que nous allons accroître la conservation de primes sur le marché. 2, nous n'avons pas la possibilité d'investir les primes en dehors de la zone CIMA. Donc ça va être une problématique qui va être discutée également au cours de cette Assemblée générale. À Abidjan sont attendus 1 millier de participants du secteur de l'assurance. En Côte d'Ivoire, l'hôte de la Fédération des associations d'assurance de droit national africaines, jusqu'au 18 février, les placements des compagnies d'assurance s'élevaient au 31 décembre 2014 à 592 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, avec des primes qui s'élèvent en 2014 à 251 milliards de francs CFA, est le premier marché de la zone CIMA devant le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Je l'annonçais en début de journal, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Agence universitaire de la francophonie ont signé une convention et selon cet accord, des enseignants ivoiriens du primaire et du secondaire bénéficieront d'une formation continue pendant 2 années à Mississauga. 1000 enseignants, dont 400 du primaire et 600 du secondaire, bénéficieront d'une formation pédagogique continue à distance pendant 2 ans. Une formation qui se fera à l'aide de tablettes. C'est le projet Mobile Learning, initié et financé par l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Il prend forme avec cette signature entre l'AUF et le gouvernement ivoirien. Il y a un enjeu très important pour la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire, parce que si cette expérimentation réussit, elle porte sur 1000 enseignants. Je crois qu'il y en a 100 000 en Côte d'Ivoire, donc on peut imaginer que si ça réussit, on puisse envisager d'étendre cette expérience à d'autres régions. La phase pilote du projet cible les directions régionales de l'éducation nationale d'Agboville, Bouna, Bundiali, Divo et Séguéla. Ce sont 1000 tablettes qui seront distribuées aux enseignants pour leur formation. D'un coût de plus de 200 millions de francs CFA, le projet Mobile Learning est destiné à améliorer et à distance la formation des enseignants du primaire et du secondaire à l'aide des technologies de l'information et de la communication. Cette formation à distance s'offre comme une nouvelle opportunité à saisir face à la rareté des ressources financières pour assurer la formation continue des enseignants. Le ministère de l'Éducation nationale s'engage à faire bon usage des moyens et outils mis à sa disposition et à créer une synergie entre les différents projets en cours afin d'atteindre le maximum de bénéficiaires pour une école et des ressources humaines de qualité. Le projet Mobile Learning vise la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Le nouveau ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle vient de tenir une rencontre avec les fondateurs d'établissements techniques et professionnels privés. Le ministre Paul Kofi Kofi leur a signifié son intention de fermer tous les établissements non déclarés et qui fonctionnent dans l'illégalité. Il mettra aussi l'accent sur la formation des enseignants, nous explique Douadé Lazer. Des écoles boutiques ou non conventionnelles dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle privée vont être fermées sur le territoire national. La décision est de Paul Kofi Kofi, nouveau ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une mesure du gouvernement ivoirien qui vise à assainir le secteur. Dans des établissements, dans des structures extrêmement dégradées et vétustes, doivent être remises à niveau. Souvent, les enseignants ne sont pas qualifiés pour exercer leur métier. Nous avons beaucoup de filières qui ne sont plus en adéquation avec le marché du travail. Donc, nous sommes accordés à ce que dans les 2 ans qui arrivent, mettre à niveau ces établissements. L'initiative est saluée par les syndicats et les fondateurs des établissements techniques et professionnels privés de Côte d'Ivoire. Le ministre a décidé de nous accompagner au niveau des dossiers à constituer auprès des banques pour que, et bien entendu, on puisse nous faciliter l'accès à ces différentes structures. Nous pensons que ce sont des choses très importantes. Ça fait toujours plaisir de rencontrer la tutelle. Nos écoles privées ont besoin d'être encadrées, que nos enseignants ont besoin d'être formés, que nous puissions avoir des programmes
qui soit harmonisé. Plus de 55 000 jeunes sont formés chaque année dans les 500 établissements techniques et professionnels reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. En 2016, la politique du gouvernement est d'accroître le nombre des établissements de formation professionnelle et technique en vue de permettre au maximum de jeunes de se former et avoir un métier pour leur insertion dans le tissu social. Souleymane Koné, proviseur du lycée Charles Donvayi de Soubré, va enseigner à l'université Alassane Ouattara de Bouaké avec le grade de docteur. Ainsi en a décidé un jury qui a évalué ses travaux portant sur la poésie africaine. Souleymane Koné est le premier chef d'établissement en Côte d'Ivoire à obtenir le doctorat, nous dit Grace Kando. Souleymane Koné, proviseur du lycée Charles Boza Donvayi de Soubré, a désormais le titre de docteur. Il a soutenu sa thèse de doctorat en poésie africaine avec la mention très honorable. Merci, chers maîtres et chers jeunes frères, pour m'avoir ouvert la voie. Tu confirmes l'adage qui dit que la valeur n'atteint point le nombre des années. Vous avez un modèle achevé de la persévérance. Premier chef d'établissement secondaire à obtenir le doctorat, Souleymane Koné a eu les encouragements et les félicitations d'Ibrahima Kourouma, représentant la ministre de l'Éducation nationale. L'envoyé du ministre a présenté Dr Souleymane Koné comme un modèle à suivre. On retiendra ce vieil adage populaire français qui dit « Le travail paie toujours ». Et pour peu qu'on ait la volonté de réussir et le courage de se soumettre à une discipline rigoureuse, on peut aller toujours plus loin. Docteur Koné Souleymane, ton parcours est exemplaire et merci de nous faire rêver en donnant l'exemple aussi bien à tes collègues qu'à tes élèves. Hommage a été rendu à Dadi Edia Célestin, professeur titulaire, chef du département lettres modernes de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, pour son rôle d'encadreur au nouveau docteur du lycée Charles Boza Donvayi de Soubré. L'Association des anciens stagiaires ivoiriens de l'Agence japonaise de coopération internationale a organisé hier à Cocody la 4e édition de la journée culturelle ivoiro-japonaise. C'est un rendez-vous d'échange culturel qui a pour objectif de raviver l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Félix Amani, Grace Kando. Faciliter le déplacement des stagiaires ivoiriens vers le Japon pour un complément de formation, servi de rempart d'ancrage culturel entre le Japon et la Côte d'Ivoire, sont là quelques objectifs fixés par l'Association des anciens stagiaires ivoiriens de l'Agence japonaise de coopération internationale ASIJICA. Elle marque à travers la célébration de la 4e édition de la journée ivoiro-japonaise le renforcement de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Empire nippon. C'est un moment de rassemblement de tous ceux qui ont fait le Japon, soit par des stages, soit par des études, de se retrouver et de partager avec nos amis japonais. C'est notre soutien pour l'ancien stagiaire de Côte d'Ivoire au Japon et en même temps, il voudrait renforcer les relations surtout culturelles. La centaine d'anciens stagiaires de l'ASIJICA présents reconnaît avoir eu un séjour fructueux au Japon. Et en 2002, j'ai eu la chance d'aller au Japon. Donc on sélectionne certains professeurs qui vont faire ce stage-là pour observer le système éducatif japonais. Apprendre comment les Japonais se comportent dans la gestion quotidienne. Et cela va nous permettre aussi, en tant que cadre de notre pays, de pouvoir travailler correctement. Finance, bonne gouvernance, sciences et technologies, mais aussi culture, le Japon a du potentiel à revendre. Nous partons maintenant à Bouaké pour voir comment la ville se reconstruit. En tout cas, elle se reconstruit et c'est une volonté du conseil municipal qui vient d'aménager la place de la paix de Bouaké, superficie 12 500 m². Les travaux ont coûté environ 600 millions de francs CFA. C'est un financement rendu possible grâce à un partenariat public-privé pour offrir un cadre agréable aux populations. Léon Bro.
Voici la place La Promenade de la Paix de Boaké, 12 500 mètres carrés entièrement aménagés pour abriter 22 magasins, un espace événementiel, des jardins, 2 terrains multisports, un espace de jeu pour enfants et un autre dénommé J'aime Boaké. Coût de la réalisation, environ 600 millions de francs CFA, un financement public-privé mal interprété par une frange de la population. L'inauguration de ce cadre, occasion donc pour le maire de Boaké de dissiper toute rumeur. La place de la Paix reloquée reste toujours propriété de la commune de Boaké. En termes clairs, chers parents de Boaké, votre mairie n'ayant pas assez de moyens financiers a fait appel au secteur privé pour entreprendre des travaux de construction sur un site public. Cette entreprise exploite, puis au bout d'un certain nombre d'années, retrocède le site en question à la commune, c'est-à-dire à vous. Espace commercial, sportif et de loisirs, la place La Promenade de la Paix aura un rayonnement culturel avec pour objectif le rassemblement régulier des populations, précise Nicolas Djibo, et de révéler que jusqu'en 2012, cette place s'était érigée en dépotoir. Sa métamorphose pour les 2 membres du gouvernement revêt un acte de salubrité à copier. Cet espace qui est mis à la disposition des populations de Boaké permet à ces populations d'avoir un espace pour les loisirs. Loisirs aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Je voudrais également lancer un appel aux populations pour aider à faire de nos villes des villes émergentes, des villes saines, propres, de belles villes, en faisant leur mutation et en devenant d'Ivoiriens nouveaux. La place La Promenade de la Paix, c'est l'ancienne place de la Paix située au quartier Air France de Boaké. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, vient de lancer ses activités pour l'année 2016. Quelle contribution de la Force 2015 dans la réalisation du Parti unifié avec Alassane Ouattara? Élément de réponse avec Abou Sanougo. Marée orange au Palais des Sports de Trècheville. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. En attendant l'installation des officiels, les artistes se chargent de la première partie. 10 heures. L'enceinte affiche complet. Pari réussi pour la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence. Quelle contribution de la Force 2015 dans la réalisation du Parti unifié avec ADO? Thème de la rencontre. Occasion de bilan également. Bilan positif selon le président Charles Niaouré, qui projette le mouvement dans l'avenir. Selon lui, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est avec le Parti unifié. Nous pensons que le moment est venu de nous passer la barre au doigt, de faire d'arriver au mariage, c'est-à-dire arriver au Parti unifié. C'est pour cela que nous souhaitons que le président du prochain Parti unifié soit Alassane Ouattara. Que le président d'honneur soit le président Aimé-Henri Konan Bédié. Que le prochain Parti unifié s'appelle simplement RHDP. Jano Aoussou Kouadio, Issa Koulibaly et Amadou Gon Koulibaly, cadres du RHDP, disent également oui au Parti unifié. Le plus important, c'est ce que le président Alassane et le président Henri Konan Bédié auront décidé. Chers jeunes, au-delà de vous, il s'agit d'ouvrir une ère de prospérité, une ère de stabilité. Et chaque fois que les enfants de Fouet-Boigny se sont retrouvés ensemble, ils ont fait des choses très grandes. Que nous avons pu constater que plus nous sommes rassemblés au niveau du RHDP, mieux la Côte d'Ivoire se porte. Et que par conséquent, il était important que nous allions de manière définitive à ce parti unifié qui consoliderait la position que nous avons aujourd'hui. Et ceci est un fort socle pour la réconciliation des Ivoiriens et qui serait une chose totalement cohérente avec le dialogue politique ouvert également par le chef de l'État. Je voulais apporter ma contribution pour dire à tous les Ivoiriens que c'est dans l'union, dans la cohésion que nous pouvons bâtir un pays fort. Un appel qui sonne comme un envoi en mission pour la Force 2015 qui promet investir le terrain pour appeler tous les fils de Félix Houphouët-Boigny au sein d'une seule et unique formation politique. Dans le domaine agricole à présent, ils sont au total 160 acteurs de la filière cajou. Ils ont été distingués meilleurs producteurs et encadreurs au titre de la campagne agricole 2014-2015. Tous ces acteurs ont reçu la somme de 15 millions
de francs CFA. Plus de 15 millions de francs CFA distribués aux producteurs et aux meilleurs délégués. 3400 tonnes d'anarcades collectées dans les localités de Bouandougou, Tieningoué, Maradala, département du Béret, pour un chiffre d'affaires d'1 milliard à 250 millions de francs CFA. Tel est le bilan de la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kokhodougou au titre de l'année 2015. Le président du conseil d'administration de cette société coopérative, tout en saluant la hausse du prix Borchamp, a fustigé la présence d'anarqueurs dans la filière. Un de nos employés a été anarqué d'un montant de 60 millions et qui nous a rendu difficile le reste de la campagne. Et les réfractions trop élevées au niveau des déchargements. Et il y a une très forte concurrence, en tout cas pendant cette campagne de 2015. Les différents intervenants ont salué les résultats obtenus par cette structure. La société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kokhodougou a été exhortée à prendre une part active dans la formation des producteurs pour une production de qualité. Les activités de cette coopérative séduisent déjà. Il m'a invité, je suis venu voir et puis moi aussi je vais faire comme il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire, vraiment ça me convient. Pour la présente campagne, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kokhodougou projette collecter 5000 tonnes de noix de cajou, former et sensibiliser les producteurs à l'esprit coopératif. Du 24 janvier au 4 février dernier, plus de 70 Ivoiriens ont effectué un pèlerinage en Italie grâce au chef de l'État à travers le ministère de l'Intérieur et la Direction générale des cultes. Ces pèlerins ont visité 4 grandes régions d'Italie, nous rapporte Thérèse Tapeyobri. La basilique Notre-Dame de l'Assomption d'Orvieto, région de l'Ombrie, premier édifice religieux visité par les pèlerins ivoiriens en Italie. Orvieto est une ville historique. C'est la ville du miracle de l'Eucharistie, l'hostie devenue vraie chair. Cassia, ville de Sainte Rita, l'avocate des causes désespérées et des cas impossibles, avec sa cathédrale Saint-Giuliano. La basilique Saint-François d'Assise, ce sanctuaire classé patrimoine mondial de l'UNESCO, est visité par de nombreux pèlerins du monde entier. Quand on touche du doigt ces lieux saints, ça ne peut que renforcer notre foi réellement. La sainte qui m'a le plus marqué, c'est Sainte Rita de Cassia. Surtout parce qu'elle est la sainte des causes désespérées et des causes difficiles. Et nous savons qu'en tant qu'humains, les causes difficiles et désespérées, nous en connaissons beaucoup. Sienne, région de la Toscane, qui a vu naître Sainte Catherine de Sienne, la basilique où reposent ses restes, a été visitée. Pour moi, c'est une occasion, une belle occasion de nous ressourcer, de nous recréer, de venir toucher la réalité qui est le Christ. Loreto, sanctuaire dédié à la Vierge, l'équivalent de Fatima. L'abbaye Saint-Benoît à Monte Cassino. La basilique Sainte-Marie de la Fleur de Florence. Ce sont ces lieux, célèbres les uns les autres, qui ont été découverts par les Ivoiriens en pèlerinage en Italie. Et ici en Côte d'Ivoire, l'Association des élèves et étudiants musulmans a célébré ses 40 ans, une célébration sur fond d'hommage aux pionniers qui ont créé cette association. Chefs de délégation, membres et sympathisants, autorités politiques et religieuses, tous sont venus communier leur attachement à l'AMC. Massokone, Patricia Omouitia. Étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Kadi milite au sein de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Tous les mercredis, dans son établissement, entre midi et 2, elle s'adonne à une formation assez particulière. Elle vient apprendre l'islam. L'AMC m'a appris aujourd'hui à savoir lire le Coran, à rédiger des PV, la gestion de l'entreprise, le leadership, le management. Des enseignements initiés par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major de l'armée, le professeur Keïta Kader, directeur du cabinet du ministre de la Santé, et le cheikh Aïma Bouakari Fofana sont entre autres les personnalités qui ont posé les bases de cette association. 40 ans avant, les difficultés étaient énormes puisque l'islam était moins connu et donc nous avons fait force de persuasion pour permettre aux gens
de nous comprendre et de nous accepter. Aujourd'hui, l'AMC a 40 ans. 40 ans qu'elle s'évertue à enseigner à ses 60 000 militants les enseignements de l'islam et à leur inculquer des notions de leadership et de développement personnel. En 40 ans d'existence, elle a étendu sa toile dans près de 80% des établissements confessionnels et laïcs du pays à travers 2700 sections. L'un des objectifs de l'AMC, c'était de permettre aux élèves et aux étudiants musulmans, bien sûr allant à l'école que nous appelons école des Blancs, de pratiquer leur foi des musulmans et d'affirmer leur identité islamique. Je pense qu'aujourd'hui, cet objectif est quasiment atteint. Nous avons aujourd'hui la quasi-totalité des intellectuels musulmans de notre pays qui affirment leur foi des musulmans sans complexe. Le thème choisi pour la célébration de ce 40e anniversaire est AMC, 40 ans au service de l'éducation et de l'éthique islamique, bilan et défis. Plusieurs activités meubleront ces festivités, dont une conférence, un dîner gala, un concert et des panels. Hors de la Côte d'Ivoire, les bureaux de vote ont fermé en Centrafrique. Ils étaient près de 2 millions d'électeurs centrafricains à se rendre aux urnes ce matin pour élire leur président et leurs députés. Ce second tour de la présidentielle oppose deux anciens premiers ministres qui sont Anissé Georges Tologuélé et Faustin Archange Touadéra. De ces deux anciens premiers ministres remportera cette élection. Les résultats devraient être connus dans quelques jours. Les deux candidats promettent en tout cas de mettre fin aux violences qui touchent la Centrafrique depuis quelques années. Nous sommes le 14 février aujourd'hui, les amoureux sont à l'honneur et c'est la fête donc de la Saint-Valentin célébrée dans plusieurs pays. Mais au Pakistan, elle est interdite. Le président a appelé les populations à ne pas célébrer la Saint-Valentin qui, selon lui, ne fait pas partie de la culture du Pakistan. La Saint-Valentin, fête de l'amour. Si dans la plupart des pays, l'événement fait l'objet d'une célébration tous les 14 février, eh bien, au Pakistan, les autorités semblent résister à l'idée. Le vendredi dernier, à l'occasion d'un hommage rendu à un héros de l'indépendance, le président pakistanais Mahmoud Hussein a appelé la jeunesse à ne pas célébrer la Saint-Valentin. Pour lui, cette fête n'a rien de pieux, elle n'a rien à voir avec leur culture et devrait tout simplement être évitée. Dans ce pays majoritairement musulman, la Saint-Valentin irrite bien de conservateurs. Une question a été soulevée ici disant que la Saint-Valentin devrait être interdite parce que c'est contre l'islam et notre société. La résolution a été présentée à l'Assemblée et il a été décidé que la Saint-Valentin serait interdite cette année. Dans les rues de Peshawar, les avis sont tout autres. Pour bon nombre de personnes, la Saint-Valentin mérite d'être célébrée en famille ou entre amis. La Saint-Valentin devrait être célébrée et pas interdite. Tout le monde devrait célébrer ce jour avec parents, frères, fiancés ou maris et ils doivent leur offrir des cadeaux. On fait plus de recettes le jour de la Saint-Valentin que sur toute l'année. Beaucoup de gens viennent ce jour-là. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde ici. Les habitants de Peshawar viennent acheter des cadeaux pour leurs amis. Dans le district de Kohat, la police a reçu la consigne d'empêcher toute célébration de la Saint-Valentin. Pour les autorités de cette province, cette fête vise à répandre la vulgarité et l'indécence au sein de la jeunesse. Au Pakistan, l'amour résiste à l'interdiction. En Irak, l'amour l'emporte sur la guerre et malgré les crépitements de balles, les amoureux s'adonnent à leur passion. Comme vous le voyez, la fête de la Saint-Valentin est célébrée par plusieurs couples irakiens ce 14 février. Des bouquets, des roses en forme de cœur vendus s'arrachent comme de petits pains. Comme quoi, ce 14 février en Irak, les amoureux ont tenu à le marquer de façon spéciale et ce, en dépit de la guerre. Ce 14 février aussi, on parle de foot. Votre rendez-vous à ne pas manquer sur RTI 1, c'est Dimanche de foot ou DDF à partir de 22h. Et pour en parler, nous sommes en duplex avec Cathy Touré. Bonsoir Cathy Touré. Bonsoir Marie-Laure. Alors après le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, quel est le nouveau défi de DDF ce soir?
Après le Tchad, Marie-Laure, eh bien, la Ligue 1 reprend ses droits à DDF aujourd'hui avec la 7e journée de ce championnat d'élite du football ivoirien. Nous en parlerons évidemment. Et puis à côté de la Ligue 1, 4 équipes ivoiriennes sont nos représentantes en compétition internationale, notamment en compétition africaine. Nous aurons également les résultats de ces différentes rencontres. Et puis en plus, comme tous les dimanches, Marie-Laure, vous aurez des exclusivités, notamment aujourd'hui. Nous avons retrouvé pour vous un ancien joueur ivoirien, mais je ne vous en dis pas plus. Connectez-vous à partir de 22h sur RTI 1 et bien sûr, nous irons à l'extérieur pour des informations sur nos différents pros. Et après ça, Marie-Laure, je vous assure que nous pouvons qu'aimer le football. Alors donc, rendez-vous à 22h. Merci, Cathy Touré. Merci, Marie. Après donc dimanche de foot, retrouvez Ami Koulibaly à 23h pour le dernier journal. Très bonne soirée sur RTI 1.